Agression de et cette formule. Bonsoir Emmanuel Bompard, merci de nous avoir rejoints, le coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône, la partie politique de ce qui est en train de se passer avec vous, Amélie Carouer, merci beaucoup d'être là, la partie économique avec Pascal Perry, merci. Un mot de réaction quand même à ce qu'on vient d'entendre. Vous avez salué les victimes tout à l'heure sur Twitter, s'y ajoute un sens politique dans la bouche du ministre de l'Intérieur qui dit les désordres migratoires débouchent sur d'autres désordres. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Franchement, il y a aujourd'hui 5 personnes qui sont blessées. Il y a une personne qui est dans un état critique. Il y a des gens qui luttent entre la vie et la mort. Voilà, moi, ma réaction, c'est d'abord une pensée pour ces personnes en espérant qu'elles se rétablissent. Mon soutien à la population. Il se trouve que malheureusement ces événements ont eu lieu dans le quartier de Belzins à Marseille qui fait partie de la circonscription dont je suis le député. Je sais qu'il y a une grande partie de la population qui est choquée, c'est un quartier passant du centre-ville de Marseille. Et puis mon salut aussi évidemment aux forces de sécurité et de secours qui sont mobilisées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Pour le reste, il y a des enquêtes qui sont en cours. J'ai entendu le procureur de Marseille dire que manifestement on parlait d'une personne qui avait un dérèglement psychiatrique ou psychologique. Qui avait été poursuivi pour incitation à la haine, pour des faits très graves. Certes, mais j'ai aussi vu qu'il parlait d'une situation psychologique instable. Laissons les enquêtes aller jusqu'à leur terme et concentrons s'il vous plaît nos pensées pour les personnes qui luttent entre la vie et la mort. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire davantage à ce stade. Amélie Carouer. Alors Emmanuel Macron, il a eu un déjeuner aujourd'hui à l'Élysée. Il a appelé les dirigeants du socle commun à, je cite, travailler avec le PS, en fait avec tout le monde, sauf avec LFI et le RN. Alors, de toute façon, bien sûr, vous ne souhaitez pas travailler avec eux, mais tout de même, votre réponse à Emmanuel Macron, d'une certaine manière, vous renvoyons une fois de plus, dos à dos avec le RN. Mais bon, le président de la République cherche, comme c'est le cas maintenant depuis plus d'1 an, après la dissolution qui a eu lieu de l'Assemblée nationale l'année dernière, il cherche à trouver des combinaisons politiciennes pour essayer de maintenir au pouvoir une politique qui a été battue par les Françaises et les Français. Et moi, je vous confirme que je n'ai pas l'intention de participer avec la France Insoumise à des combinaisons politiciennes visant à maintenir la politique macroniste au pouvoir. Donc que M. Macron ne veuille pas de nous pour continuer à faire sa politique, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas non plus de sa politique et je veux qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Parlons du Parti socialiste. Pour certains, l'impression que votre priorité du moment, hors chute du président de la République, c'est de tout faire pour éviter le PS à Matignon. C'est le cas ? Mais non, pas du tout. Enfin, bon, d'abord, reprenons les choses, si vous voulez bien, dans l'ordre. Lundi prochain, il va y avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Moi, je le dis, c'est une bonne chose qu'il y ait un vote de confiance. Ça fait depuis 5 ans que aucun gouvernement macroniste n'avait demandé le vote de confiance. C'était Jean Castex, le dernier Premier ministre, qui avait demandé un vote de confiance. Et c'est bien que les parlementaires disent s'il y a une majorité de parlementaires qui appuient la politique du gouvernement. C'est un fonctionnement démocratique normal. En ce qui nous concerne, nous sommes en désaccord avec la politique qui est mise en place par ce gouvernement, le gouvernement de François Bayrou, et nous sommes en désaccord avec le budget qu'il propose, parce que ce budget va faire souffrir les Françaises et les Français, et que nous ne sommes pas d'accord, que nous considérons que ce n'est pas aux Françaises et aux Français de payer la facture des cadeaux que Emmanuel Macron a fait aux plus riches et aux grandes entreprises. Voilà où on en est à ce stade. Lundi, le gouvernement de François Bayrou va tomber. Et la question qui nous est posée ensuite, c'est de savoir comment on propose pour le pays un autre chemin. Et un chemin qui permet au pays de reprendre sa marche en avant. Mais ce qui sera peut-être proposé d'ici là, c'est un Premier ministre socialiste. N'écartons pas tout à fait cette hypothèse. Si c'est le cas, mais si c'était un Premier ministre socialiste, est-ce que vous feriez tout pour le censurer ? Mais pour quel programme ? Sur la base de quel périmètre politique ? Je veux dire, on ne va pas faire des discussions de casting. Si vous me demandez si je vais censurer un gouvernement dans lequel il y aurait, franchement c'est une hypothèse assez loufoque, mais moi je veux bien qu'on l'examine, Monsieur Faure comme Premier ministre, Monsieur Retailleau comme ministre de l'Intérieur, et pour faire la politique... Il a répondu à Darius Rochebin tout à l'heure, Olivier Faure. Oui. Darius Rochebin lui a posé la question, un gouvernement de LR-APS, il dit non, ce ne serait pas le cas, il l'exclut. Il vous donne un gage, ça vous rassure ? Il pourrait y avoir un Premier ministre socialiste dans ces conditions ? C'est pas que ça me rassure, mais enfin... Vous voyez bien, ne racontons pas des histoires, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de nommer comme Premier ministre quelqu'un susceptible de mettre en place une rupture avec la politique qu'Emmanuel Macron a mis en place. Sinon, il l'aurait fait l'année dernière. Et pourtant, on a poursuivi un peu la conversation après l'antenne. Ah oui. Monsieur Faure envisage l'hypothèse d'un socialiste
à Matignon avec un gouvernement socialiste. Alors, je vous donne tous les détails. Allez-y, pour qu'on mette les éléments quitte à faire de la table. politique fiction. Il resterait... Ah non, c'est pas moi qui fais de la politique fiction. Je vous rapporte la conversation qu'on a eue. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On aurait malgré tout, pour le domaine réservé de l'État, le ministre actuel des Armées, celui des Affaires étrangères, et il y aurait un programme, alors qui inclurait, je l'ai noté, ça m'a intéressé, vous pouvez l'imaginer, Allez-y. la taxe Zuckman, l'abandon des franchises médicales, des progrès en matière de retraite, et sa question... c'est la question que je vous pose maintenant. Comment la France insoumise pourrait-elle voter contre un budget qui produit du progrès pour les Français? Alors, je me permets d'ajouter qu'il a dit sur ce plateau qu'il était pour une majorité de projets possibles, qu'il était persuadé que vous voteriez pour des textes comme taxe Zuckman, etc. Mais attendez, la France insoumise, à l'Assemblée nationale, nos députés, et quand il y a un texte de loi qui arrive, on apprécie si ce texte de loi va dans le bon sens ou pas dans le bon sens, et si le texte de loi va dans le bon sens, et là, on l'appuie et on le soutient. Le cas, là non, mais il n'y a pas de sujet. Quel que soit le gouvernement, qu'il soit dirigé par un tel, par X, Y ou Z, s'il arrivait et il déposait une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, évidemment... Non mais Manuel Bompard, là il vous piège, il vous dit Manuel, tu ne pourras pas me renverser. Attendez, Manuel Bompard, il est en train de vous dire, Manuel Bompard, vous ne pourrez pas me renverser si on propose des idées de gauche. C'est ça que vous dites ce soir. Oui, très bien, mais le problème c'est que ce qu'il n'a peut-être pas compris lui, ou ce que peut-être vous n'avez pas compris vous, c'est que s'il s'agit de proposer ce que vous êtes en train de dire, il ne sera pas nommé, puisque Emmanuel Macron ne veut pas nommer quelqu'un qui va mettre en place une politique différente que celle qu'il Il n'y a pas de négociation, mais 3 petits points. Attendez, franchement, s'il vous plaît, je sais que malheureusement, comme François Bayrou, son sort est inéluctable, on est obligé de rythmer un peu la discussion et de créer des faux suspens là où il n'y en a pas, mais franchement, soyons sérieux. Ça fait depuis 1 an que, par exemple, nous nous battons à l'Assemblée nationale pour déposer une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons déposé cette proposition de loi, les macronistes ont fait de l'obstruction parlementaire toute la journée pour nous empêcher de voter sur ce sujet. Alors vous pouvez me faire croire maintenant qu'ils sont prêts à nommer un gouvernement qui a l'intention de le faire, mais franchement, personne n'y croit. Donc c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas trop le goût, si vous voulez, mais je réponds à vos questions avec plaisir, mais j'ai pas trop le goût à participer au casting, aux jeux politiciens. J'essaye de proposer une autre solution pour le pays, et la solution que je mets sur la table, c'est le départ du président de la République, l'organisation d'une présidentielle anticipée qui permet aux Françaises et aux Français de choisir. J'aurais tellement de questions à vous poser, là je vais être limité par le temps, mais on va faire une chose que vous adorez, encore une fois. Les sondages, Manuel Bompard. Si dissolution il y a, c'est le même résultat que la dernière fois. C'est ce que révèle un sondage, le Figaro IFEP Fiducial qui sort ce soir. Alors dans le détail, je vous donne les 2 scénarios. Le premier est testé pour la gauche, un rassemblement de toutes les composantes du nouveau Front populaire, crédité de 25% des voix. C'est 4 points de moins que la dernière fois. Tiens d'ailleurs, il n'y aura plus jamais de nouveau Front populaire, il n'y aura plus jamais de NUPES, etc. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus jamais mais je vous pose la question, du Front populaire. Et je pense que le programme du nouveau Front populaire, qui a été défendu l'année dernière dans toutes les circonscriptions, moi je souhaite qu'il soit à nouveau défendu dans toutes les circonscriptions, s'il doit y avoir des élections législatives anticipées, parce que pour ma part, et contrairement à Olivier Faure, en l'occurrence, moi personnellement, je n'ai pas abandonné le programme que j'ai défendu l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Donc après, je vois bien que le Parti socialiste n'a plus l'intention de défendre ce programme. Donc c'est à eux qu'il faut poser cette question. Mais moi, personnellement, je suis favorable à ce que le programme du nouveau Front populaire, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, soit défendu dans toutes les circonscriptions. Mais après, Amilcar Carrère, vous voyez bien, sans commenter le sondage, allez, je le mets de côté une fois pour vous faire plaisir, même si je n'y crois pas une minute. Parce que la dernière fois, il y avait 27 sondages sur 27 qui disaient que c'était le Rassemblement national qui allait gagner. Et finalement, ce n'est pas le Rassemblement national qui allait gagner. Mais mettons ça de côté. Vous voyez bien que c'est la preuve que la dissolution n'est pas la solution. Puisqu'en fait, elle risque de reproduire le même résultat, donc la même Assemblée nationale. Voilà, donc à quoi bon, effectivement. Et même confirmant qu'il y aurait une perte de dynamique de votre côté. Oui, deuxième scénario. Ça, vous savez, j'ai retrouvé un sondage au lendemain de la dissolution, de l'annonce de dissolution d'Emmanuel Macron l'année dernière, c'était à peu près les mêmes équilibres. À la fin de la campagne, on a fait beaucoup plus. Est-ce que je peux mener une négociation avec Darius Rochebin? Je peux encore poser une question sur la démission? Allez-y. Quand vous voyez que même Valérie Pécresse demande la démission du président de la République, je vous vois déjà réagir, elle estime qu'une élection présidentielle anticipée est souhaitable, je la cite, si nous n'arrivons pas à trouver un accord de non-censure. Vous lui dites bienvenue Valérie Pécresse dans notre mouvement, je le dis avec ironie bien sûr, mais ça raconte quoi selon vous Valérie Pécresse qui dit comme LFI sur une démission? Mais ça raconte que en fait, beaucoup de gens, même si on n'est pas du même point de vue politique, on cherche la solution qui permet de permettre au pays de repartir de l'avant. Et on voit bien que les combinaisons politiciennes, on a un peu discuté de ça, elles sont pas sérieuses, elles sont pas crédibles. On voit bien que la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un problème parce que ça risque de reproduire la même situation. Et donc on se dit, la démocratie, c'est un moment quand il y a une situation de blocage que les Françaises et les Français puissent débloquer la situation. Et donc vous avez raison, il y a de plus en plus de personnes qui disent la même chose que ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire c'est le président de la République qui doit partir, des élections présidentielles anticipées.
Et après, c'est la démocratie. Ceux qui gagnent, ils gagnent, mais au moins, il y a un chemin clair, il y a une majorité derrière, et ça permet de repartir de l'avant. Manuel Bompard, je vais tout de suite passer la parole aussi à Pascal Perry, mais sur le mouvement social que vous soutenez, sur la grève, quel est son but? Il y a ce mot fameux, je crois que c'est Torres qui disait il faut terminer une grève. Un jour, il faut qu'elle s'arrête. Il faut peut-être la commencer là d'abord. Exactement. Alors, quel est son but? C'est-à-dire, jusqu'où, d'après vous, ce mouvement doit-il durer, devra-t-il durer? Et ce mouvement, à mon avis, mais après moi je l'appuie, je le soutiens, c'est les personnes qui se mobilisent qui doivent déterminer leur calendrier de mobilisation, leurs revendications. Mais de mon point de vue, puisque ce mouvement va avoir lieu quelques jours après le départ de François Bayrou, la question qui va être posée, je pense que ça va être de construire un rapport de force avec le président de la République pour obtenir son départ, tout simplement. Donc le but, c'est sa destitution. Moi, en tout cas, je pense que ça doit permettre d'obtenir cet objectif, mais pas pour des raisons personnelles, mais parce que je pense que les gens qui vont se mobiliser, ils attendent un changement de politique. Est-ce que vous espérez quelque chose? Si c'est pour nommer un clone de M. Bayrou, on n'aura pas un. Est-ce que vous espérez quelque chose de l'ampleur? On se rappelle mai 68, il y a eu quelques moments de l'histoire de France où vraiment le pays était bloqué. Est-ce que vous croyez que ce scénario-là est possible? En tout cas, je pense que c'est la seule solution pour réussir à changer les choses, parce que il y a 2 ans, on a eu des manifestations qui étaient avec plusieurs millions de personnes dans la rue. Et on a bien vu que le président de la République, pardonnez-moi de la familiarité, on n'avait rien à faire. Il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour la retraite à 64 ans, il y a des millions de personnes dans la rue, tous les syndicats étaient contre, il est passé en force. Donc moi, ça ne me surprend pas que les gens se disent faut peut-être passer à une autre étape du rapport de force. Moi, je les encourage à le faire, en tout cas, j'encourage tout le monde. Je sais que c'est difficile, mais à faire la grève, il vaut mieux y aller un bon coup tout de suite, parce que c'est ce qui permettra d'obtenir les résultats le plus rapidement possible. Alors je sais que ça sera pour des gens des difficultés, mais à la fin ils y gagneront, parce que tourner la page de la politique d'Emmanuel Macron, c'est mieux pour le pays et pour les Françaises et les Français. Pascal Perry? Oui, la prime de risque a augmenté sur l'emprunt français à 30 ans. Vous le savez sans doute, cet après-midi, ça a été assez spectaculaire. Ça s'est fait d'ailleurs au cours d'une émission. Nous étions en plateau. En moins d'1 heure, ça a augmenté de 50 points de base. Bien. Les marchés sont sans ambiguïté. Ils ne financeraient pas une politique qui augmenterait la dépense publique en France. Imaginons, cas de figure, que vous preniez la main. Si, je vous le dis. Moi, je vous dis. Où trouveriez-vous l'argent? Mais bon, Pascal Perry, franchement, d'abord, le catastrophisme auquel se livre... Attendez, je vais vous répondre. Ouais. Le catastrophisme, je n'allais pas parler de vous en l'occurrence, auquel se livre M. Bayrou depuis maintenant plusieurs jours, produit précisément le résultat que vous êtes en train dont vous êtes en train de parler. D'ailleurs, j'ai entendu M. Moscovici il y a quelques heures sur une autre antenne dire il ne faut pas non plus dire que le FMI est aux portes de la France. Et j'ai entendu des gens dire attention, parce que à force de dire c'est moi ou le chaos, à la fin il y a des risques de écartons panique, ces paroles etc. qui sont parfois inutiles pour en revenir aux chiffres. Quand la France émet un titre de dette, il y a 3 acheteurs pour un titre de dette. En ce moment, oui. Bon, donc on n'a pas de problème pour se financer. Non. Aujourd'hui, on se finance de manière moins chère que les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on s'est engagé sur une certaine politique. Attendez, aujourd'hui, la charge de la dette en France est inférieure à ce qu'elle était en France à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est exact. Bon, tout ça... C'est juste. Bon, merci de le dire. Oui, donc, c'était 55 milliards d'intérêts d'emprunt à la fin du mandat de Sarkozy, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Exactement. Avec des taux différents et une situation budgétaire différente aussi. Alors, là, maintenant, je vais dire, vous avez raison sur ce point, parce qu'on va essayer de se parler pour avancer ensemble dans la discussion. Il y a un déficit qui est un déficit important. Oui. On est à plus de 5% de PIB, c'est un déficit important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une politique qui permet de réduire ce déficit. Mais il ne faut pas le faire en faisant paniquer tout le monde. En fait, ça ne sert à rien. Donc, d'abord, pour avoir les bonnes réponses, il faut avoir le bon diagnostic. Mais politiquement, en un mot, vous trouvez que ça a été mal géré, y compris sur le terrain de la parole publique par le gouvernement? Je pense que M. Bayrou est un irresponsable qui, pour se maintenir au pouvoir, alimente la stratégie de c'est moi ou le chaos et produit précisément des risques de déstabilisation financière. Oui. Ensuite, M. Bayrou dit ça va être un vote pour un accord sur le diagnostic. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec son diagnostic. Je ne suis pas d'accord avec son diagnostic d'abord pour la raison que je viens de vous indiquer. Et deuxièmement, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est que si le déficit est trop important aujourd'hui, c'est précisément parce que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la part de recettes de l'État en pourcentage du PIB a baissé. Ce n'est pas les dépenses publiques en pourcentage du PIB qui ont augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les recettes qui ont baissé. Il y a deux façons de voir les choses. Vous avez raison sur un point. Non, c'est factuel. Il y a une vingtaine de milliards d'euros qui ont été rendus aux ménages, on a une partie aux entreprises. Notre problème, c'est, vous êtes mathématicien, numérateur, dénominateur, c'est qu'on ne produit pas assez.
Attendez. C'est que la quantité de production créée n'est pas suffisante. Si la part de recettes dans le PIB était restée au même niveau aujourd'hui que ce qu'elle était quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y aurait en France un déficit inférieur à 3% du PIB. Donc vous voulez réaugmenter les impôts. Donc je dis que si on veut répondre à cette situation, il faut rétablir des recettes, premièrement. Et deuxièmement, il faut faire l'inverse de ce que propose de faire M. Bayrou. Parce que ce que propose de faire M. Bayrou, c'est une politique de compression de la dépense publique, de baisse du pouvoir d'achat, et c'est une politique qui se traduit par de la récession économique. M. Perry, le budget de cette année de M. Bayrou, il a diminué la croissance par 2. Oui, mais il continue d'augmenter. Il a de 20 milliards d'euros en plus. Je vous parle de son effet sur l'économie réelle du pays. Son coefficient d'efficacité. Il a diminué la croissance par 2. Pourquoi ? Pour que tout le monde comprenne. Parce que quand vous avez en France le PIB qui est tiré à 50%, la moitié de la richesse produite en France est tirée par la consommation populaire. Bon, si vous avez une politique qui se traduit par la baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils ont moins d'argent pour consommer, ils vont moins au restaurant. Quand ils vont au restaurant, tout le monde l'a vu. Moi, j'étais sur ma circonscription à Marseille cet été. Les gens, ils prennent pas de dessert au restaurant parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont pas chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et à la fin, ça se traduit par des difficultés économiques pour des artisans, pour des restaurateurs. Et donc, la situation économique du pays, elle est difficile. Donc, M. Perry, pour être clair, Mélenchon dit je reproche au gouvernement non pas de remplir les frigos, mais de les vider. Mais ma question, c'est est-ce que c'est à l'État de remplir le frigo des Français ? Mais c'est pas à l'État de remplir le frigo des Français, mais c'est pas à l'État de le vider. Donc, et vous pensez que c'est le cas ? Écoutez, quand vous proposez, comme M. Bayrou, un budget qui va se traduire par le fait qu'on va prendre de l'argent aux retraités, prendre de l'argent aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, prendre de l'argent aux chômeurs, mettre plusieurs centaines de milliers de personnes supplémentaires dans l'impôt sur le revenu. Monsieur le député... Et Pascal Perry, on arrive au terme, monsieur le député. On arrive déjà au terme. Mais vous reviendrez. Je termine en 2 phrases, d'accord ? Donc oui, il faut des recettes supplémentaires, et ensuite il faut une politique qui est une politique de relance écologique et sociale. Donc des investissements publics dans la transition écologique, dans le numérique, etc. Pour que le pays reparte à l'avant. On a plein d'énergie, plein de ressources dans ce pays, et on est là à compter un euro de plus, un euro de moins. Franchement, on a envie de faire autre chose. Vous allez donner une réponse très rapide. 6 Français sur 10 reçoivent plus de l'État qu'ils ne lui donnent. Oui. Vous appelez ça une société libérale ou une société sociale ? Mais c'est pas le sujet, évidemment. Si, quand même. Mais évidemment, pourquoi vous pensez qu'il doit y avoir zéro redistribution non, mais moi je suis pour, attendez. Bon, alors moi aussi, elle existe. Moi aussi je suis pour. Mais regardez juste une chose. Quand vous avez aujourd'hui les 0,01% les plus riches de ce pays qui payent en proportion de leurs revenus moins d'impôts que ce qu'on appelle les classes moyennes, est-ce que vous trouvez que c'est normal en termes de répartition ? Quand vous avez les Français... si vous prenez le montant d'impôt qu'ils payent et leur patrimoine, c'est à peu près 6 à 7%. Et on propose une taxe, la taxe Zuckman, pour que ça soit au moins 2%. On nous dit « c'est confiscatoire ». Au moins que les ultra-riches contribuent un petit peu à la solidarité nationale Manuel quand on est dans un moment difficile. On va revenir ça me paraît pas être un programme qui est un programme totalement illusoire, et en plus c'est un programme qui aura un résultat économique positif. Monsieur le député, on va revenir, et vous reviendrez. Avec plaisir, c'était court. Mais c'est toujours trop court, voilà, c'est ça. Et puis moi, je veux juste dire une chose. Allez-y. Et vous n'en êtes pas responsable, je veux quand même que ça soit dit, c'est que votre antenne, vous aviez proposé un débat ce soir, avec différents chefs de parti. Moi, j'étais très content de pouvoir venir débattre, et je vois qu'il y a des formations politiques qui fuient le débat, et je trouve ça dommage. Vous leur lancez un appel ce soir ? Oui, évidemment, moi je suis tout à fait disponible. Alors les yeux dans les yeux, vous avez la caméra là, quelle caméra vous voulez ? J'ai pas de problème maintenant. Alors vous adressez à qui ? C'est un appel, je le dis franchement, parce que Gabriel Attal. Moi je cache pas. Jordan Bardella. Regardez, Manuel Bompard. Regardez les yeux dans les yeux là. Venez débattre. Alors on est dans un moment qui est un moment politique. À qui vous dites ça ? Gabriel Attal, Jordan Bardella. Monsieur Attal, venez débattre. On est dans un moment qui est un moment. Un moment, tout le monde le sait, qui est un moment important de la vie politique de notre pays. Et moi, je crois à la démocratie. Très bien. Donc, à la fin, il faut que les gens puissent trancher entre les différentes options politiques. Et pour ça, ils avez quand même passé un bon moment avec nous. Mais je suis très content d'en avoir discuté avec vous, et je reviendrai avec plaisir. On vous suffit pour l'instant. Merci beaucoup. J'ai pas le choix, de toute façon. C'est pas gentil ça. Non, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Quand même. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Mais admettez l'idée que c'est aussi bien qu'on puisse avoir des moments de débat. Un mot de réaction encore. On va entendre Olivier Faure, sa déclaration de la soirée, quand il dit si le téléphone sonne, si Emmanuel Macron appelle des socialistes ou quelqu'un d'autre, il faudra répondre. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter il y a quelques instants, au propos sur LCI. Olivier Faure et le PS font le choix de se mettre à disposition de Macron. Il donne la consigne de répondre oui à tout socialiste qui serait sollicité, et il poursuit. Tondelier et Roussel suivent, point d'interrogation. Quel incroyable retournement de veste. C'est le mot que vous utilisez, les vestes sont retournées.
C'est clair que par rapport à l'année dernière, je rappelle quand même que l'année dernière, on disait tous la même chose. On avait une candidate pour être à la fonction de Première ministre, pour porter un programme, le programme du nouveau Front Populaire. Maintenant, M. Faure, il nous dit, le programme, je le balance à la poubelle, et Mme Castet, je la mets de côté pour me mettre à sa place. Bon, excusez-moi, mais c'était il y a 1 an, donc oui, il y a une forme de retournement de veste. Merci beaucoup, merci Amélie Carouer, merci Pascal Perry.